Chapitre 8. Ma soutenance. Je suis enfin en 7e année de médecine. C'est terminé. Plus d'évaluation, juste des formalités. En général, lorsqu'on atteint la 7e année de médecine, on vous considère déjà comme un médecin. Vous avez déjà eu tout le savoir théorique et clinique, il ne vous reste plus que votre travail de mémoire, et il est très rare qu'on recale un étudiant à ce niveau. Il me fallait trouver un sujet de thèse. Puisque j'étais très passionné par la technologie et l'informatique, j'avais trouvé un sujet qui devait allier médecine et technologie. En effet, pendant ma période casanière de préparation de mon rattrapage, je lisais mes cours de médecine, des livres, mais aussi beaucoup d'autres documents à longueur de journée, y compris des contenus vidéo. Chaque fois que je menais une activité, j'essayais toujours d'en tirer une leçon. Et lorsque cela ne m'apportait rien sur le plan intellectuel de mon point de vue, j'arrêtais de le faire. J'arrêtais de regarder les films et séries pour devenir accro aux documentaires et interviews. C'est ainsi que je m'abonnais donc à YouTube chaque fois que j'allais au cyber. Lorsqu'un ami venait me rendre visite avec son ordinateur, je me précipitais pour regarder si à l'intérieur il n'y avait pas des documentaires ou alors une émission éducative. Et dès que je trouvais quelque chose d'intéressant, je m'en gavais toute la nuit. En effectuant mes recherches, je tombais sur des intellectuels comme le professeur Chouinjan Pouemi, Dr Jean-Paul Pougala, Idriss Aberkan, Oussama Ammar, etc. Et ces derniers m'inspirèrent vraiment. Ils me poussèrent à approfondir des notions approximatives que j'avais sur des sujets comme la religion, l'entrepreneuriat, le panafricanisme, le patriotisme économique, l'économie, le franc CFA, et tellement d'autres disciplines parfois présentées comme occultes, mais pourtant relevant tout simplement de la philosophie. Je commençais à remettre en question pratiquement tout ce que je faisais. Ils me poussaient à réfléchir à l'envers, comme je le dis souvent. Il y avait une série télévisée que j'aimais énormément, 24 heures chrono. C'est la seule série qui réussissait à captiver mon attention. À l'internat, je fuguais constamment, juste pour aller regarder le prochain épisode qui passait à la télévision. Quand j'étais en première, dès qu'une nouvelle saison sortait, je donnais 1000 francs CFA à un camarade de classe qui m'apportait le nouvel épisode gravé sur un CD, et j'allais chez un autre camarade de classe après les cours pour le regarder sur un lecteur de DVD. Pour dire à quel point cette série me passionnait. Au départ, je regardais juste cette série ou encore une autre comme Prison Break, juste pour me divertir. Mais avec mon regard neuf et différent qui provenait de la sédimentation de mes nouvelles lectures, je commençais à voir ces séries différemment. Il m'a par exemple fallu du temps pour comprendre qu'il y avait beaucoup de manipulations dans ces séries, mais qui dépassent carrément notre conscience. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont créé un programme de prêts accordé aux différents États de l'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées. C'est cela qu'ils ont appelé le plan Marshall, officiellement connu sous le nom de Programme de rétablissement européen, en anglais European Recovery Programme, URP. Ces prêts étaient assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. En 4 ans, les États-Unis versent à l'Europe 16,5 milliards de dollars, l'équivalent de 173 milliards de dollars en 2018. Mais l'un des points subtils de cette aide, qui en réalité n'en était pas une, c'était l'aspect subliminal qui relève purement de l'intelligence économique. En effet, en dehors de l'obligation pour les Européens d'importer des équipements et produits américains, le plan Marshall comprenait un aspect culturel et plus précisément médiatique. L'Europe devait s'ouvrir au cinéma américain. C'était l'une des conditions sine qua non. En effet, le but subliminal était de pousser les Européens à intégrer sur le plan subconscient la domination des Américains sur tous les plans, mais ceci via le film. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans ces films, le héros est toujours un Américain qui vient sauver le monde des méchants et les terroristes qui sont toujours, comme par hasard, soit des Russes
guerre froide oblige, soit chinois, guerre économique, ou alors musulmans, guerre religieuse. C'est bien évidemment fait à dessein pour pousser l'inconscient collectif du téléspectateur à penser que les Américains sont les plus forts du monde, militairement et économiquement, et que c'est leur culture et même leur style alimentaire que nous devons adopter avec des marques comme McDonald's. Nous devons aussi adopter leurs marques, raison pour laquelle, dans ces séries par exemple, lorsque quelqu'un est très intelligent, il utilise toujours un ordinateur Apple, ou alors il a tout simplement un iPhone. Au départ, je ne comprenais pas tout cela, et peu à peu, je commençais à comprendre qu'en réalité, devant l'écran, et ces telenovelas, soap opéra hispanique, que nous aimions bien regarder, une guerre se jouait en réalité sans que nous en eussions conscience. C'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. J'avais donc un regard plus averti sur tout ce que je faisais. Pour mon sujet de thèse, je voulais donc frapper fort, réaliser une étude d'un autre genre, ceci pour changer un peu de la routine qu'on a pour habitude de voir. Pour cela, génération tête baissée oblige, je voulais m'intéresser aux téléphones portables et leur impact sur notre santé, notamment sur les tumeurs du cerveau ou encore de l'oreille interne. En effet, lorsque nous voulons acheter un téléphone, le plus souvent, le choix réside principalement dans l'esthétique, la beauté, la puissance, la taille de l'écran et la couleur. Pourtant, depuis une dizaine d'années, les radiofréquences émises par les téléphones portables sont soumises à différentes études ou recherches pour mettre en lumière l'éventuelle nocivité de ces ondes. Mesuré en watts par kilogramme, le fameux DAS, débit d'absorption spécifique, indique la quantité d'énergie absorbée par l'organisme. La législation européenne a fixé un plafond de 2 watts par kilogramme, tandis qu'outre-Atlantique, le rayonnement maximal autorisé est de 1,6 watts par kilogramme. J'étais certain qu'au Cameroun, peu de personnes vérifient le DAS lors de l'achat d'un téléphone portable. Pourtant, cette information est fondamentale. Si l'OMS se veut rassurante et qu'un décret datant de 2003 impose aux constructeurs d'indiquer le DAS sur leurs produits selon le principe de précaution, mieux vaut choisir un téléphone portable présentant le plus faible DAS possible et suivre ces quelques recommandations. J'avais par exemple, à travers mes recherches, décelé 12 bons réflexes recensés et à adopter pour limiter notre exposition au rayonnement nocif des téléphones mobiles. Ceux-ci pouvant entraîner des troubles de l'audition, de la vue, des fausses couches chez les femmes enceintes et surtout des cancers. 1. Les adolescents de moins de 15 ans ne devraient pas avoir accès à un mobile. Cette règle élémentaire n'est pourtant pas ou peu respectée par les parents. L'adolescent est particulièrement vulnérable au rayonnement électromagnétique. 2. Évitez tout contact d'un téléphone portable avec le ventre d'une femme enceinte. Là encore, il s'agit d'un conseil élémentaire relevant du bon sens, les cellules de l'embryon étant très sensibles au rayonnement émis par le mobile. 3. Évitez d'approcher le téléphone portable à moins de 20 cm d'un implant cardiaque ou autres implants métalliques. 4. Lors de l'achat d'un nouveau portable, préférez un modèle dont la valeur de DAS est la plus faible possible, de préférence inférieure à 0,7 watts par kilogramme. 5. Évitez de porter votre mobile à hauteur ou contre le cœur, l'aisselle, la hanche ou les parties génitales, ou un ordinateur qui chauffe sur ses cuisses. J'avais retrouvé plusieurs études qui notaient des cas d'infertilité chez les hommes dus aux ondes électromagnétiques des téléphones portables. 6. Préférez l'utilisation d'un kit piéton filaire pour éloigner l'appareil de votre cerveau et de votre oreille. Il est préférable d'utiliser une oreillette filaire plutôt qu'une oreillette sans fil qui dégage des ondes. 7. Limitez le nombre et la durée des appels. Au maximum 6 appels par jour qui n'excéderont pas 3 minutes chacun. L'idéal est de respecter un temps moyen d'1 heure et 30 minutes entre chaque appel. 8.
Téléphonez dans les conditions de réception maximum. Si vous passez un appel alors que vous captez mal le réseau, le DAS émis par le téléphone portable peut être multiplié par 2, voire 4. 9. Évitez de téléphoner en vous déplaçant, car cela augmente le DAS, puisque le téléphone recherche une nouvelle antenne relais à chaque fois que vous changez de position, afin que le réseau soit plus optimal, ce qui multiplie le DAS. 10. Ne pas téléphoner en voiture ou dans toute autre construction métallique, et surtout, pas au volant. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? L'effet de cage de Faraday emprisonne et répercute les ondes émises par le portable. 11. Pour éviter une exposition passive au rayonnement, éloignez-vous du public lorsque vous passez un appel. 12. Ne jamais garder un téléphone allumé ou en charge à moins de 50 cm de votre tête durant la nuit. C'est au vu de toutes ces recherches que je voulais mener une étude rétrospective au Cameroun, afin de déterminer s'il n'y avait pas une relation statistiquement significative entre une mauvaise utilisation du smartphone, sans respecter les consignes précédentes, chez les patients souffrant de ce type de maladie. Malheureusement, je ne trouvais aucun professeur, ni en neurologie, ni en neurochirurgie, voulant diriger ce travail. J'ai donc dû abandonner. Je me tournai alors vers un autre sujet qui m'intéressait. En effet, les femmes qui atteignent déjà la ménopause souffrent de plusieurs problèmes, notamment sur le plan cardiovasculaire, mais aussi sur le plan physique, comme l'ostéoporose ou encore les bouffées de chaleur. Pour pallier cela, on utilise souvent un traitement qui s'appelle THS, traitement hormonal substitutif de la ménopause. Je voulais donc mener une étude pour évaluer son efficacité chez les femmes ménopausées au Cameroun. Là encore, tous les professeurs en endocrinologie que je rencontrais ne souhaitaient pas mener cette étude. Certains m'expliquèrent qu'ils n'utilisaient pas ce traitement, d'autres que ce n'était pas pertinent. J'étais dans l'impasse. Au final, je ne savais plus quel sujet choisir. Je contactai la responsable qui s'occupait des étudiants en thèse, le professeur Jeanne Ngongang, afin de lui faire comprendre que je n'avais pas de sujet de thèse. Elle me suggéra de faire une thèse en rhumatologie, une spécialité médicale qui s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments. Je lui répondis que je n'y voyais aucun inconvénient. Elle me demanda d'aller rencontrer un médecin à l'hôpital général de Douala qui me proposerait un sujet de thèse dans cette discipline. Il s'agissait du docteur Douala Marie Solange, aujourd'hui professeur. Cependant, je voulais moi-même trouver un sujet de thèse dans cette discipline afin de le lui proposer et de savoir si elle pouvait accepter que je le fasse. Il était très important pour moi de trouver le sujet moi-même, puisque je me disais que je serais plus motivé dans ce cas, et que peut-être l'effet contraire se produirait si le sujet m'était imposé. Je menai donc des recherches en rhumatologie avant d'aller la rencontrer, et je me rendis compte de quelque chose d'assez évident. Pratiquement tous les patients qui présentent des problèmes rhumatologiques se voient prescrire un type de médicament à plus de 80%, les anti-inflammatoires. Et moi-même, lorsque j'étais étudiant, je prescrivais beaucoup ces médicaments. Lorsque je poursuivis avec mes études, je me rendis compte qu'il existait des normes internationales qui recommandaient comment prescrire ces médicaments. Et je réalisais que j'étais totalement ignorant de ces informations vitales. Je me dis que si je ne maîtrisais pas cela, certainement les autres médecins généralistes devaient être dans la même situation. Je décidai donc de mener une étude CAP, connaissances et attitudes pratiques, chez les médecins généralistes pour évaluer s'ils prescrivaient bien ces médicaments selon les protocoles. Lorsque j'arrivai à Douala, je rencontrai le docteur Douala et je lui parlai du sujet sur lequel je souhaitais travailler. Elle le trouva pertinent et décida de m'accompagner dans sa réalisation. Cependant, puisqu'elle était à ce moment docteur en médecine, il fallait un professeur en médecine pour être le directeur de ma thèse,
Elle devait juste être co-directrice. Mais j'étais quand même déjà très content d'avoir trouvé un enseignant qui souhaitait m'accompagner dans un sujet que j'avais choisi moi-même. Il fallait donc que je cherche un professeur en rhumatologie pour diriger ma thèse. Après quelques recherches, je fus informé qu'il y en avait une à l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Negandeux. J'allais la rencontrer, et elle aussi me dit que le sujet était pertinent et me recommanda d'aller rencontrer un autre médecin qui pourrait également contribuer à ce travail de recherche. Cette dernière était spécialiste en santé publique, et surtout sur ce type d'études, le docteur Marie-Josée Essy, aujourd'hui professeur. Je me rendis à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé, FMSB ex-CUSS, afin de la rencontrer, mais je n'arrivais pas à la trouver. J'arrivais tout de même à trouver son numéro et son adresse e-mail. Je la contactai, mais malheureusement, elle me fit comprendre qu'elle ne pouvait pas me suivre, car elle avait déjà trop d'étudiants à encadrer. Je ne savais donc quoi faire. Je retournai voir à nouveau le professeur Negandeux pour lui faire part de la nouvelle et trouver une solution. Mais je n'arrivais pas à la rencontrer. On me fit comprendre qu'elle s'était déplacée. J'essayai de la contacter par téléphone et même par mail, sans aucune réponse. J'étais bloqué parce que les délais pour déposer le premier protocole de thèse à la faculté commençaient à se rapprocher, et je devais recueillir la signature d'un directeur et d'un co-directeur de thèse. Je contactai le docteur Douala pour lui demander si elle pouvait me recommander un directeur, et elle me proposa le délégué médical de l'hôpital général de Douala, le professeur Henri Nam Louma, gastro-entérologue, spécialité de la médecine qui étudie les organes du tube digestif, leur fonctionnement et leur pathologie. Je le rencontrai et il accepta de m'encadrer. C'est ainsi que je réussis à avoir mon sujet de thèse et les 2 encadreurs requis. Je rédigeai mon protocole de thèse, mes encadreurs corrigèrent et validèrent. Je le soutins avec succès à l'université et celui-ci fut retenu. Je démarrai donc le recrutement des médecins pour l'étude que je menais dans les hôpitaux de Yaoundé, Douala et Bafoussam, les hôpitaux de district, centraux et régionaux, pour un total de 150 médecins. Pendant ma thèse, je passais 50% de mon temps au cyber, notamment à Cyberlink, car la connexion Internet y était particulièrement rapide. C'est ainsi que je téléchargeais des documents pour mieux faire mes travaux de recherche. Toutefois, vu que je n'étais plus obligé d'aller à l'hôpital tous les jours, j'utilisais ce temps-là pour mes recherches sur les disciplines non médicales. Je téléchargeais donc des documents sur la religion, l'économie, le marketing, la programmation, l'entrepreneuriat, le développement personnel, les techniques pour lire rapidement, sans oublier les vidéos qui allaient dans ce sens. Mes parents étaient rentrés des USA et vivaient dans notre 2e maison au quartier Etoudi, à Yaoundé. J'habitais donc avec eux, nous n'étions que 3 dans la maison. Je passais tout mon temps dans ma petite chambre à ingurgiter les documents que j'avais téléchargés tout au long de la journée. Je ne sortais presque pas de ma chambre, hormis pour manger, ce qui énervait beaucoup mes parents, qui voulaient toujours que je passe plus de temps avec eux. Après avoir terminé le recrutement des médecins pour mon étude, vint alors le moment où je devais analyser les résultats afin de conclure mon travail. Pour le faire, il me fallait confier mes données à un statisticien qui devait effectuer ce travail pour moi. Lorsque je me renseignais auprès de mes camarades pour savoir comment ils avaient réalisé leurs études, tous me dirent avoir payé 50 000 francs CFA, parfois 80 000 francs CFA aux statisticiens. Ce que moi je trouvais exorbitant. Le virus de la rébellion intellectuelle m'avait déjà touché via les études et les lectures que je faisais. Pour moi, tout était facile et il fallait juste s'y intéresser pour pouvoir le faire. Je pris le contact d'un statisticien, je lui présentai mon travail pour qu'il l'analysât. Il me dit que cela me coûterait 80 000 francs CFA. Je rencontrai un autre et il me dit 120 000 francs CFA. Je ne n'y comprenais rien. Je me disais, je vais payer 120 000 francs CFA juste pour que quelqu'un me fasse des tableaux. Pour moi, c'était inconcevable.
Je voulais me lancer dans des recherches sur ce domaine, mais j'avais au moins besoin d'un soutien moral. Je contactai mon voisin de chambre Boris à l'université. Il avait aussi la particularité d'être intellectuellement têtu. C'était le prototype lui aussi de l'étudiant qui faisait médecine, mais était brillant dans plusieurs autres disciplines. Fréquemment, il programmait des jeux vidéo, par exemple. Je décidai donc de le contacter afin de savoir comment il avait réalisé les statistiques de sa thèse. Et je me disais, si lui, qui est têtu intellectuellement comme moi, a payé un statisticien pour le faire, alors moi aussi je vais payer. Dès que je l'appelais et lui posais la question, sa réponse était vraiment étincelante, comme la braise que j'avais dans mon cerveau. Il me dit ceci au téléphone. « Tu Wanda, n'est-ce pas? J'ai fait mes statistiques moi-même. » J'avais donc la confirmation que je n'étais pas seul. Je lui demandai les logiciels qu'il avait utilisés pour le faire, et il m'en cita 2, EPI Info et SPSS. C'est ainsi que je me tournai vers mes parents et leur demandai une somme de 120 000 francs CFA pour les statistiques de ma thèse, somme qu'ils me remirent 2 jours après. Bien évidemment, je ne remis pas cet argent à l'informaticien. Je me rendis à Cyberlink, celui qui était proche de mon quartier Etoudi, dans lequel j'étais certainement le meilleur client, vu que j'y étais presque tous les jours. Je téléchargeai tous ces logiciels. Puisqu'il fallait des licences pour utiliser certains d'entre eux, j'arrivais très simplement, grâce à certains tutoriels, à les pirater pour les utiliser gratuitement. Ensuite, je téléchargeais des livres sur les statistiques, plus précisément sur les analyses biostatistiques, discipline que j'étudiais en première année, et surtout des livres sur les études CAP, afin de savoir comment effectuer ces analyses. Dernière étape, YouTube. Je téléchargeais toutes les vidéos de tutoriels montrant comment utiliser ces logiciels de statistiques ainsi que les documents correspondants. C'est ainsi que pendant 2 semaines non-stop, je consommais sans modération ces documents afin de pouvoir effectuer mes statistiques. Et juste après, je réussis enfin à faire mes statistiques, tout seul. J'étais extrêmement content, mais j'avais encore vraiment peur. Mes encadreurs allaient-ils valider le travail que je venais d'effectuer tout seul, sans un expert? Je leur soumis donc mon premier travail par mail, et je fus très surpris que les remarques qu'ils me soumirent étaient assez minimes, comme pour dire que mes statistiques étaient plutôt correctes. J'étais impressionné. Je n'en revenais pas du fait qu'en 2 semaines, tout seul, j'avais réussi à réaliser des statistiques d'une thèse de médecine, et que des professeurs en médecine validaient ce travail. Pour moi, c'était un signal très fort. Mais le suspense n'était pas terminé. Il fallait bien que je soutienne à la faculté, afin de voir si mon travail allait être accepté. Il y avait une seconde rencontre à l'école, la soutenance de mi-parcours. Il s'agissait de venir présenter notre travail à l'école, devant nos enseignants, afin qu'ils se fussent assurés que notre thèse évoluait bien et qu'elle serait recevable pour la soutenance finale. Je passais avec brio cette nouvelle phase, et là, je commençais vraiment à me dire que quelque chose d'étrange se passait. Donc, mon travail est bien fait? Pourtant, je l'ai fait seul, sans expertise en statistique? Je décidai d'essayer d'étendre mon champ pour m'assurer que mes compétences étaient avérées. Un camarade me demanda si je connaissais un statisticien, et je lui répondis oui, et qu'il avait même des prix compétitifs, 30 000 francs CFA au lieu de 50 000 francs CFA et plus chez les autres. Il me demanda de le mettre en contact avec lui, et je lui répondis qu'il travaillait à distance et traitait juste par mail. Je fis vite de créer une adresse e-mail et je la lui donnai. Je lui précisai qu'il lui suffisait juste d'envoyer le travail par mail avec une avance de 10 000 francs CFA, et à la fin du travail, il solderait le paiement. Dès qu'il envoya le travail avec l'argent chez moi, l'intermédiaire, je téléchargeai son travail et je fis ses statistiques moi-même. Je terminai le travail 4 jours plus tard et je le lui envoyai. Il était plutôt satisfait du travail et acheva le paiement. Je venais de gagner 30 000 francs CFA,
puisque c'était déjà tellement simple pour moi, même si j'avais cramé mon cerveau pour apprendre à le faire. Une deuxième expérience, j'avais une amie qui soutenait son mémoire en logistique et transport, et elle me demanda si je connaissais un statisticien. Je lui répondis que je pouvais le faire. Elle m'envoya le travail avec le cahier des charges. Je réalisai ces statistiques, et 1 mois plus tard, elle soutint et obtint une très bonne note. À ce moment, je compris que je venais de tomber sur une opportunité d'affaires, surtout lorsque j'essayais d'évaluer le nombre d'étudiants qui soutenaient des mémoires et des thèses chaque année et avaient besoin de statistiques. Le principe devait être simple, créer une plateforme en ligne. Les étudiants enverraient leurs thèses et paieraient une avance via des moyens de paiement électronique, en cash chez un partenaire, ou même encore par transfert. Nous analyserions leurs thèses et nous réaliserions leurs statistiques. Une fois le travail terminé, ils solderaient le paiement. On leur renverrait alors le travail par mail et la boucle serait bouclée. En plus, dans le pack, on pouvait même aussi aider l'étudiant à réaliser ses diapositives ou même le coacher sur la prise de parole en public afin qu'il soutienne avec assurance. Car il ne faut pas oublier qu'après la peur de mourir et la peur de l'échec, la peur la plus importante au monde est celle de prendre la parole en public, la glossophobie. Voilà donc comment je pouvais gagner de l'argent assez simplement avec une compétence que j'avais glanée en 2 semaines. Juste avec un peu de détermination et quelques gigas de connexion Internet. Cependant, il fallait que je continue ma thèse. Je mis donc ce projet au placard en attendant. À ce moment, une révolution se produisit au Cameroun, la 3G. Chez beaucoup de personnes, cela ne signifiait pas grand-chose, mais pour moi, c'était une évolution majeure. En effet, je passais plus de 50% de mon temps au cyberlink, déjà parce que la connexion Internet était trop lente, parfois très chère, et avec la 3G, je pouvais désormais faire tout cela en restant chez moi, le tout avec mon téléphone. Pour moi, c'était une avancée majeure. Bien que cela coûtait cher au départ, pour moi c'était un grand plus. C'est vrai que cela me rendit encore plus casanier puisque je ne sortais même plus du tout. J'étais reclus dans ma chambre et je passais mon temps à lire, télécharger des documents sur Internet ou alors à regarder des documentaires. Vint alors le moment de ma soutenance proprement dite. Quelques jours avant, c'était l'effervescence à la maison. Mon père essayait d'inviter le maximum de ses amis à venir assister à ce moment de consécration. Mes parents ont eu 9 enfants, dont une qui est décédée en très bas âge. Ils ont eu un parcours plutôt appréciable, mais parfois, leurs enfants n'étaient pas le reflet de ce qu'ils souhaitaient. Surtout que j'ai des frères qui ont fait de la prison, ce qui laisse des séquelles psychologiques assez profondes à un parent. Je me rappellerai toujours de ce jour où j'ai failli être enfermé à la prison centrale de Kondengui. En effet, l'un de mes frères y séjournait et ma mère m'avait remis de la nourriture à son effet. Lorsque j'arrivai ce jour, aux environs de 14 heures, un samedi, un nouveau principe avait été instauré à l'entrée qui consistait à prendre une carte jaune qui devait permettre d'identifier les visiteurs à leur sortie de la prison. Je n'avais pas cette information et je réussis à entrer juste en laissant ma carte d'identité, mais sans cette carte jaune. Lorsque je traversai le premier portail, je me retrouvai dans une très grande cour. J'avais le sac de nourriture en main. Les gardiens de prison me demandèrent de venir consigner mes objets électroniques. C'est ainsi que je déposai mon téléphone à leur niveau. Ensuite, je me dirigeai vers un portail et lorsque je le traversai, je me retrouvai en prison. Le décor était indescriptible. L'ambiance était plutôt bonne entre eux, une population majoritairement faite de jeunes qui étaient en train de jouer au football. D'autres se rapprochaient de moi afin que je leur remette de l'argent. D'autres réclamaient paiement contre la démarche d'aller contacter la personne que je venais chercher. Je donnai 200 francs CFA à l'un d'entre eux avec un papier sur lequel était noté le nom du quartier, ainsi que le nom de mon frère. Entre-temps, j'étais dans la cour et je regardais le match en discutant avec certains d'entre eux. 45 minutes après, le messager n'était pas toujours revenu et je n'avais toujours pas vu mon frère.
Les gardiens de prison nous demandèrent aussitôt de sortir, puisque l'heure de visite était terminée. C'est à ce moment que je vis les autres présenter une carte jaune avant qu'on ne leur permette de sortir. Je commençais alors à paniquer, puisque je n'avais pas cette carte. J'arrivais cependant à me faufiler, puisque nous étions nombreux, et je me retrouvais dans la grande cour, lorsqu'un gardien de prison claironna. « Tous ceux qui n'ont pas les cartes jaunes, mettez-vous à droite et les autres à gauche. Un prisonnier s'est évadé la semaine passée de cette façon. Si vous vous amusez, nous allons vous fusiller. » Tout inquiet, je me dirigeais vers un gardien de prison pour lui expliquer pourquoi je n'avais pas de carte, et sans même vouloir m'écouter, il me répondit « Monsieur, si vous n'avez pas de carte, mettez-vous à droite. Ne me faites pas bavarder. » Je commençais sincèrement à stresser, et je leur indiquai que je désirais passer un appel, ce qu'ils déclinèrent sèchement. Je parvins tout de même à me rapprocher d'un des leurs qui semblait plus pondéré, et je lui expliquai la situation en lui montrant le sac de nourriture que je tenais en main. Je lui précisai que je n'avais même pas pu rencontrer la personne que je venais chercher et que j'avais laissé mes pièces en consigne. Cependant, je ne savais pas qu'il fallait se munir de cette carte. Il comprit le problème, me demanda le nom de mon frère et son quartier d'incarcération. Je lui fournis toutes ces informations. Après quoi, il prit le sac, me remit mon téléphone et ma carte, et m'invita à regagner l'extérieur de la prison. Je sortis ce jour-là en étant tellement apeuré que je me promis de ne plus jamais y mettre les pieds. J'étais loin d'imaginer que j'y reviendrais. Dans la culture bamiléké, un parent peut avoir toutes les richesses du monde, mais si ses enfants ne réussissent pas selon les canaux définis par la société, c'est un échec cuisant pour lui. Mes parents, au-delà de leur parcours plutôt exemplaire, avaient donc ce poignard dans le cœur, à cause de la situation de leurs enfants. J'étais le premier de notre famille à soutenir une thèse de doctorat. Raison pour laquelle c'était vraiment un moment de consécration pour eux. C'était un moyen de faire comprendre aux autres membres de la famille que leurs enfants, à eux aussi, étaient en train de se démarquer. Donc, cet événement, au-delà d'une soutenance, représentait tout un symbole, et ils souhaitaient qu'il se passât de la meilleure des manières. La veille de ma soutenance, toute ma famille arriva à Bangangté. Moi j'y étais déjà pour assister aux soutenances de mes camarades afin de mieux me préparer. La veille, je révisais, je répétais et j'essayais de maîtriser au maximum mon sujet, surtout que je venais d'apprendre une nouvelle renversante. Le professeur Negandeux que j'avais contacté au départ, mais avec qui je perdis le contact plus tard, figurait dans mon jury. Je me demandais bien comment les choses allaient se passer avec elle. Autant de choses qui me faisaient vraiment angoisser. Mais j'essayais de rester serein. Sur le plan relationnel, j'étais seul et je n'avais pas de souteneuse, comme les étudiants aiment souvent à qualifier nos copines qui nous accompagnent en ces jours importants. Mon ex-copine, avec qui j'avais passé pratiquement 5 ans, n'était plus à mes côtés, mais avait beaucoup contribué à ce que je puisse arriver à ce niveau entre stress, déprime et envie de tout abandonner sur le parcours. Je retraçais mentalement mon parcours la veille afin de voir tout ce par quoi j'étais passé pour arriver à ce niveau. Mes parents et les autres membres de ma famille, qui restaient chez mon oncle en attendant le grand jour, préparaient à manger et s'occupaient de la logistique pour la fête du lendemain. Toutefois, cela ne m'intéressait pas beaucoup. J'étais dans ma chambre pour mieux me concentrer. Enfin, le jour J arriva, le 28 du mois de novembre 2014. J'allais vivre la plus belle et surtout la plus grande histoire de ma vie, celle de devenir enfin médecin. Je savais que j'allais aimer ce moment de consécration, mais j'avais tout de même peur et je me demandais si je serais à la hauteur de la lourde tâche qui m'attendait. Pendant 7 ans, dans le froid de la ville de Bangangté, à l'ouest du Cameroun, à l'Université des montagnes, UDM, j'avais vu mon cerveau enfler, tellement il fallait avaler des livres à longueur de journée.
Je suis passé par des moments de déprime, de découragement, de douleur, de joie, de peine, d'euphorie, de famine, de tapioca qu'il fallait consommer à longueur de journée, parfois sans sucre, de cellules et même de râpe. Mais j'avais la ferme conviction qu'un jour, cet acharnement finirait par porter ses fruits. J'en étais persuadé. Oui, j'ai appris chaque jour à devenir médecin pour réaliser le rêve de mes parents qui étaient très fiers de moi. Pas le mien. Être médecin, ce n'est pas toujours facile. Chaque jour, on en apprend sur nous, on prend conscience du rôle fondamental qu'on joue dans la société, on se surprend et s'aperçoit aussi que le temps file encore plus et que 7 ans sont déjà écoulés. Je me demandais si je serais capable d'assumer le nouveau titre que je porterais au terme de cette soutenance. Cette nuit-là, j'ai très peu dormi, et le jour levé, je devais me préparer pour y aller. Mon passage était prévu pour 10 heures. Je gardais toujours mes habitudes de sapeur. J'avais un joli costume gris, une belle paire de chaussures et une chemise blanche comme la neige. Les plis de mon pantalon pouvaient limer un couteau tellement il était bien repassé. Pour moi, le fond et la forme devaient toujours aller ensemble. En entrant dans cette salle pour présenter mon sujet de thèse, qui était le résumé de mes 7 années d'études médicales, devant mes parents, j'étais envahi par un stress et une pression incroyables. Stress parce que je devais être jugé sur tout mon parcours en si peu de temps. Pression parce que j'avais réalisé les travaux de ma thèse tout seul et je ne savais pas si ces imminents professeurs en médecine allaient les valider, surtout que mon président de jury était un professeur français. Pression parce que j'avais ce professeur dans mon jury, professeur que j'avais mis de côté pour ce travail. Peur, car je craignais qu'elle se rappelât de moi et m'infligeât un retour de bâton. J'étais serein, mais en réalité je pleurais à l'intérieur. Toutefois, j'ai pu garder mon sang-froid. Le président du jury m'invita à entrer dans la salle, ce que je fis tout timidement. Tous les regards et même les caméras étaient braqués sur moi. J'avais 15 minutes pour présenter mon travail en français, plus le résumé en anglais. Je le fis avec brio. Ensuite vint la phase des questions-réponses. Mon président de jury, le professeur Boyan Christoforov, spécialiste en médecine interne, passa la parole à mon directeur de thèse, le professeur Louma, qui commença par me défendre du mieux qu'il pouvait. Le premier membre du jury, le docteur Hall, néphrologue à l'hôpital général de Douala, prit la parole. Elle fit des remarques sur le fond et la forme du travail, plusieurs critiques, et me posa quelques questions. Je me battis comme je pouvais pour y répondre. Vint maintenant le deuxième membre du jury, le professeur Negandeux. Dès qu'elle prit la parole, elle me lança. « C'est bien toi, l'étudiant, qui était venu me rencontrer pour ce travail. Je t'avais dit de rencontrer une spécialiste, mais tu ne l'avais pas fait, et tu es parti. Bref. » Dès qu'elle le dit, je compris que mon sort était scellé, puisqu'elle venait de se souvenir de moi. Elle commença directement avec des remarques. Elle critiqua mon travail, en passant du fond à la forme, sans ménagement. Plus elle parlait, et plus j'avais l'impression que je m'affaiblissais et que j'allais finir par m'écrouler. Malgré toute la pertinence de ses remarques, même l'assistance comprenait qu'elle en faisait un peu trop, histoire de me sanctionner pour n'avoir pas finalement fait ce travail avec elle. J'avais compris ma grossière erreur et j'assumais tout simplement les conséquences. Toutefois, je me battais au moins pour répondre aux questions du mieux que je le pouvais. Enfin, vint le tour du président de jury, le professeur français. Je réussis à répondre assez simplement aux questions qu'il me posa. Pour clôturer, le jury demanda à toute l'assistance de sortir pour délibération. Avec beaucoup de sérénité, je venais finalement de braver cette étape, et ceux qui m'ont toujours soutenu étaient là pour me soutenir. 10 minutes plus tard, le jury demande à tout le monde d'entrer à nouveau pour la proclamation des résultats. Le président du jury annonça après quelques minutes de suspense et un silence de cimetière dans la salle que ma thèse était recevable et qu'il m'attribuait une note de 70 sur 100.
Toute l'assistance m'applaudit, les gens criaient, les grands-mères venues du village se mettaient à hurler. Les membres du jury m'invitèrent à prendre des photos avec eux et me congratulèrent chacun à son tour. « Félicitations, docteur !» J'avais le sentiment d'être finalement devenu quelqu'un, d'avoir grandi. Je me sentais comme sur un nuage, un mélange d'émotions entre satisfaction, peur, euphorie, tristesse, détermination, dépression, le tout à la fois. Les gens criaient dans l'assistance « Où est la souteneuse ?» Et d'un rire jaune, j'essayais de le prendre sportivement comme si de rien n'était. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Cette personne-là qui m'avait soutenu sur tous les points pour que j'atteigne ce niveau, mais qui n'était finalement plus là. Je compris que la vie était faite ainsi, et j'essayais juste de positiver, car j'étais tout de même très fier de moi. J'avais aussi le sentiment d'avoir en si peu de temps développé tellement de compétences. Réussir à faire un travail tout seul, sans être un expert, et décrocher un diplôme de docteur en médecine sur la base de ce travail-là. Mon ego se dilatait comme un ballon gonflable tout simplement. Tout de suite après, nous passâmes à la séance photo avec la famille, les amis, les collègues et toute l'assistance. Ensuite, je reçus un coup de fil d'un numéro inconnu. Lorsque je décrochai, une voix me dit « Félicitations, Claudel ». Je sus directement de qui il s'agissait. Cette voix s'était sédimentée dans mon oreille interne, et même certainement dans une partie précise de mon cerveau pendant près de 5 ans pour que je puisse la reconnaître en quelques secondes. C'était mon ex-copine qui avait tant contribué à la réussite que je connaissais ce jour-là. Elle m'affirma être très fière de moi et qu'elle aurait vraiment aimé être auprès de moi à cet instant-là. Je la remerciai et après quelques minutes de discussion, nous nous séparâmes vocalement. Ensuite, nous mangeâmes. Le buffet était préparé chez mon oncle. Toute la famille était en fête. Nous bûmes et dansâmes jusqu'au matin. Lorsque je rentrais me coucher le soir, je ne pus dormir, je me suis posé 1001 questions. Question 1. Qu'est-ce qui méritait qu'on me considère désormais comme un savant, puisque les médecins sont considérés ainsi? Était-ce à cause de cette thèse que je venais de soutenir, ou du fait des 7 ans que j'avais passés à réciter des livres juste pour valider mes unités de valeur, UV? Question 2. Quelle était la plus-value que je devais apporter à notre pays sur le plan sanitaire, sachant son état de décrépitude avancé? Puisque c'est cela qu'on attend d'un intellectuel, qu'il apporte des solutions aux maux de la société. Question 3. Est-ce que le fait d'aller à l'hôpital chaque matin, rentrer chaque soir, effectuer des gardes, si je trouvais d'ailleurs du travail, devait suffire à réduire le taux de chômage des médecins au Cameroun, qui demeure élevé, et sachant les conditions précaires dans lesquelles les médecins exercent leur métier? Je me posais aussi la question de savoir, si je suis enfin devenu médecin, est-ce que c'est pour contribuer à la perpétuation de notre système de santé de plus en plus obsolète, ou alors réfléchir de façon permanente à la solution pertinente, concrète et pragmatique que je devais apporter à mon niveau afin de contribuer à son amélioration, au lieu de passer le temps à critiquer. À la suite de ces réflexions, j'ai décidé de me battre, bien au-delà de ma profession, pour apporter des solutions, mes solutions, réaliser mes rêves et devenir cette personne qui apporte de la lumière, une lueur d'espoir pour toute une génération et non qui plonge dans la routine. J'ai refusé d'accepter la paresse, de jeter le tort sur les autres, de blâmer le gouvernement, de blâmer les sorciers du village, de passer mon temps à dire que tout le monde me déteste, mais je me suis résolument déterminé à me battre pour réaliser mes rêves. Mais pour y arriver, j'ai retroussé mes manches. J'ai vendu mon lit pour contribuer au développement de mon pays, l'Afrique, et plus spécifiquement de mon quartier, le Cameroun, sans attendre que Paul Biya m'en donne la permission. Je décidai de revoir mes ambitions à la hausse. Je voulais entrer dans l'histoire de mon pays. Pour cela, j'ai observé et analysé l'histoire de ceux qui ont marqué l'histoire de leur pays. Comment ont-ils fait
pour devenir glorieux et marquer leur temps. Je me rendis compte que pratiquement tous étaient des pluridisciplinaires, raison pour laquelle on les qualifie de savants, et presque tous aimaient remettre en question l'ordre établi. C'étaient presque tous des dissidents, des personnes à l'esprit critique très pointu, ou plus simplement, des personnes qui avaient affûté leur cerveau avec la lime de l'une des disciplines les plus importantes, la philosophie. Je voulais entrer dans l'histoire de mon pays, mais mon esprit critique me poussait même à ne plus considérer le mot « pays » comme les gens le conçoivent en général. Pour beaucoup, notre pays, c'est le Cameroun. Oh que non, il est trop petit. J'avais compris qu'en 1884, lors de la conférence de Berlin, des personnes avaient saucissonné notre continent en parts, Cameroun, Gabon, Congo, etc., pour nous empêcher non seulement de collaborer entre nous, mais aussi d'avoir une vision plus grande. Le tout, borné par nos frontières. C'est ainsi que, pour entrer dans l'histoire et contribuer moi aussi au développement de mon pays, l'Afrique, en commençant par mon quartier, dans une optique de viser le monde, je décidai de me lancer dans la recherche, pas celle qui se contente de décrire l'existant, mais bien de le questionner et surtout de l'améliorer en posant des actions concrètes. Ainsi, je décidai de commencer par l'univers médical afin de déconstruire certains dogmes, en commençant par le plus populaire de l'univers médical, cette maladie qui fait perdre l'appétit à tout le monde. Lorsqu'on prononce ce nom, certaines personnes sont tétanisées. Ils ont déjà tellement appris de choses dessus, tandis que moi, je veux commencer à remettre en question tout ce qui a déjà été écrit et enseigné à ce sujet. C'est ainsi que je décide, en 2015, quelques mois après ma soutenance, de publier mon premier livre, dont la résonance de sa portée se résume dans son titre « Stop! Assez de mensonges sur le VIH-Sida », que j'aborderai dans le chapitre suivant. Dès à présent, vous pouvez fermer ce livre si votre cerveau est fragile, parce que ce qui va suivre risque certainement de provoquer des crises à ceux qui sont émotionnellement instables. De toutes les manières, vous aurez déjà appris beaucoup de choses sur ce médecin qu'on qualifie généralement d'atypique. Mais si vous estimez et pensez sincèrement être apte à pouvoir résister aux secousses intellectuelles, lisez la suite.